C'est le hashtag qui défraie la chronique en ce mois de juillet 2022. Il comptabilise plus de 20 000 tweets et 200 000 partages sur le réseau social à l'oiseau bleu. Jusqu'où ira le hashtag Dégage Arnouch ? Un hashtag accompagné d'une demande, celle de fixer les tarifs du gasoil à 7 dirhams le litre et 8 dirhams le litre d'essence. La contestation, qui restait pour l'instant essentiellement virtuelle, s'est invitée au festival Timitar à Agadir et dans le champ politique. Alors un retour aux anciens tarifs des hydrocarbures est-il vraiment possible ? Et à qui profite cette campagne, ce hashtag contre Aziz Arnouch ? Le chef du gouvernement peut-il y laisser des plumes ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 21 juillet 2022, je vous propose de parler du hashtag Dégage Arnouch. C'était le 16 juillet dernier, sur ses propres terres à Agadir. Au lendemain d'une baisse de 1 dirham des prix des carburants, Aziz Arnouch, invité surprise au célèbre festival Timitar, pouvait s'attendre à un accueil non mitigé. Or, le chef du gouvernement s'est retrouvé hué et prié de dégager par certains festivaliers, dégager dans le sens démissionner. Comment en est-on arrivé là ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec Mustapha Saimi, politologue, et puis nous parlerons des marges de manœuvre de ce gouvernement avec l'économiste Yasser Temsemani. Mais d'abord, un arrêt sur cette campagne digitale. Ma consoeur Manal Zenaibi a remonté le fil des premiers hashtags dans un article intitulé « Astroturfing ou mouvement spontané aux origines du mystérieux hashtag Arnouch dégage », un article disponible sur telquel.ma. Nom de Zeus. Elle a tenté de joindre Abdeslam, un tweetos à l'origine du premier tweet Arnouch dégage le 5 février 2022, bien avant que ce hashtag ne soit en top tendance sur le réseau social. Bilan, 0 réponse et bizarrement, 0 partage également et 0 like pour ce premier tweet. Mais ma consoeur relève surtout que les anciennes pages Facebook actives durant la campagne de boycott en 2018 ont été réactivées et ont propulsé la série de hashtags liés au prix des carburants et à la démission du chef du gouvernement. À leur campagne digitale gonflée artificiellement, un chercheur britannique du nom de Mark Owen Jones s'est lancé récemment dans un long thread sur Twitter. Il explique avoir analysé plus de 500 comptes Twitter qui présentent des similitudes de comportement et une coordination. Et tenez-vous bien, 98% de ces comptes envoient uniquement des tweets et n'utilisent que 2% des autres fonctionnalités qu'offre le réseau social. Quoi qu'il en soit, la série de hashtags est désormais connue de tous. Elle a même été relayée par des acteurs politiques, des professionnels des médias et des acteurs de la société civile. Et selon Mustapha Saimi, politologue, la pression s'accentue sur le chef du gouvernement. En l'état, compte tenu de ce déficit d'image, compte tenu de la mobilisation des réseaux sociaux et des fortes réserves, pour ne pas dire plus, de l'opinion publique, son statut comme chef de l'exécutif devient de plus en plus problématique. Parce qu'en plus, aura-t-il la capacité de porter les réformes qui sont attendues ? Et donc, on a le sentiment que le chef du gouvernement n'a pas un soutien politique, il a encore moins un soutien populaire. Et j'ajoute que même au sein de ces deux alliés, au sein de la majorité, pour ce qui est de ces deux alliés, en l'occurrence Parti d'Istiqlal Nizam Baraka et le PAM de Abdelatif Wahbi, il y a une distanciation qui est faite par rapport à Aziz Arnouch. On n'a pas le sentiment qu'il y ait une grande solidarité. Elle est affirmée officiellement, mais on n'a pas le sentiment qu'il y ait une grande solidarité de ces deux partis à propos des difficultés que rencontre le chef de l'exécutif, pas le RNI, le chef de l'exécutif pour la conduite des affaires publiques. Pas de solidarité de ces deux principaux partis alliés, mais à qui profite le crime politiquement, Mustapha Saimi ? Le parti, à mon sens, qui bénéficiera le plus objectivement d'une telle situation, c'est le PJD de Abdullah Ben Kiran. Pourquoi ? Parce que le discours d'Abdullah Ben Kiran, il s'est fait en 2 temps. Dans un premier temps, il avait dit qu'il faut laisser plusieurs mois, sinon une année, au nouveau gouvernement
pour nous montrer ce qu'il veut faire, ce qu'il compte faire. Et d'ailleurs, il avait critiqué les dénonciations qui, dès les premières semaines de la nomination de ce gouvernement, s'étaient multipliées à l'endroit d'Aziz Akhannouch. Il avait dit non, il faut être responsable, il faut lui laisser le temps de s'installer, de prendre ses marques, de prendre en charge les dossiers. Dans un an, il faut lui laisser une année, et à ce moment-là, on verra. Or, ce calendrier s'est rétréci aujourd'hui par suite de la multiplication, de l'aggravation de la situation, et sur le plan social, et sur le plan économique, et sur le fait que ce gouvernement ne paraît pas être mu par une grande dynamique réformatrice. Et pour le politologue, le gouvernement a tardé à réagir sur ce dossier et n'a apporté qu'une réponse partielle à cette hausse des carburants. C'est une réponse partielle qui a été apportée par ce gouvernement à la crise sociale et économique liée au renchérissement des hydrocarbures. Il a été peu réactif, il a toujours été décalé par rapport à la situation. Il a apporté des aides aux transporteurs, qui d'ailleurs, par les mêmes professionnels, est considéré comme insuffisant. Mais pour le reste, il n'y a pas que les transporteurs. Et donc, il a manqué à ce gouvernement des mesures ciblées pour certaines catégories de la population. Ça implique que l'on sache quel est le périmètre des catégories ciblées. Et ce travail n'est pas fait parce qu'il manque le registre social unique, lequel est annoncé depuis 2 ans et qui fait l'objet d'une expérimentation aujourd'hui dans la province de Rabat Salé Kenitra, qui doit être étendue en principe en 2023-2024. Donc il y a là une réponse partielle, c'est une réponse qui n'est pas globale et évidemment ça nourrit l'insatisfaction de tous ceux qui ne bénéficient pas de mesures spécifiques d'aide pour ce qui est du renchérissement du prix des hydrocarbures. Côté flouze, côté revendication, cette demande d'un retour des prix à 7 et 8 dirhams pour l'essence et pour le gasoil est-elle vraiment réaliste? Et sinon, quelle possibilité, quels moyens d'accompagner les foyers les plus modestes en cette période de crise? J'ai décidé d'appeler Yasser Tamsamani, docteur en économie à Paris-Sorbonne, pour savoir quelles sont les marges de manœuvre du gouvernement Aziz Arnouch. Bonjour Yasser Tamsamani. Bonjour. Un retour des prix des carburants à 7 et 8 dirhams le litre, est-ce que selon vous c'est réellement possible un jour? Je comprends le recours à des seuils de 7, 8, 4 dirhams le litre et l'utilité de ces seuils. Ça permet de mobiliser et ça permet de mobiliser les gens autour d'un message très clair. Maintenant, le débat doit porter sur sur le fonctionnement du marché des produits pétroliers, comment le réguler et surtout comment éviter à un acteur qui se trouve en position de force pour de tas de raisons, profiter de la situation pour imposer ses règles. Le marché, au niveau de l'offre, il est très concentré. Il y a très peu d'acteurs qui font la pluie, le beau temps sur ce marché. Ces éléments font que les opérateurs se trouvent en position de force sur ce marché et risquent de tirer profit de cette position de force, d'où la nécessité d'abord d'une intervention publique directe et par la suite par la mise en place des mécanismes de régulation qui entravent tout recours à cette position de force pour des bénéfices catégoriels. Yasser Tamsamani, parmi les marges de manœuvre du gouvernement, il y a la question de la Samir, sur laquelle la ministre Leïla Ben Ali affichait une position jusque-là claire. Il n'était pas question, ou il était très difficile, de rouvrir la Samir. Il y a quelques jours encore sur le plateau de confidence de presse sur 2M, c'est ce qu'elle affirmait, on l'écoute. فواش اليوم المغرب محتاج مصفات انا عارفه بان وقال شي ناس ما غيعجبهمش الحال ولكن الجواب القصير هو لا. Et en début de semaine, au Parlement, la ministre a finalement laissé la porte ouverte à des solutions qui pourraient être étudiées pour réouvrir cette raffinerie. واخر نقطه ما عمرني ما قلت بان المغرب ما محتاج لا سمير ما عمرني ما قلتها. Cette réouverture, c'est une solution à moyen terme, et selon vous, quelle autre solution à court terme pour ce gouvernement? Oui, ça va de soi. En tout cas, c'est évident qu'un pays se dispose d'une industrie de raffinage est quelque chose de positif qui permet un peu au moins de réduire et en tout cas
de garder ici au Maroc la marge bénéficiaire de ce maillot dans la chaîne de valeur, de production. Et à court terme, ce qui est évident, c'est que les opérateurs sur ce marché, ils ont profité de cette envolée de prix à l'international pour que leur marge s'agrandisse, pour que leur marge augmente, sans qu'on puisse les soupçonner d'une augmentation de taux de marge. C'est-à-dire, pour être plus clair, en maintenant leur taux de marge, c'est-à-dire la part du prix qui revient à la rémunération du capital, en maintenant cette part inchangée en pourcentage, à partir du moment que le coût de production augmente, le volume des marges augmente, bien que le taux reste inchangé. Donc, si on arrive à définir que cette augmentation de volume de la marge correspond à une rente, il n'y a pas plus légitime que l'État récupère au moins une partie de cette rente. Et du coup, à quoi on peut penser? On peut penser à une taxation exceptionnelle de surprofit réalisé pendant les années où les prix ils ont été plus élevés que leur moyenne de long terme. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que ça pourrait figurer parmi peut-être les propositions de l'opposition dans les prochaines semaines lors des discussions sur la loi de finances 2023. La question de la décompensation pourrait être posée également, selon vous. En tout cas, il y a matière. Expliquez-nous. Moi, je crois que c'est la période propice à reprendre ce dossier et à ouvrir ce dossier, en tout cas, de l'opportunité de la décompensation des produits pétroliers. Parce que, qu'est-ce qu'on voit? Les deux arguments avancés à chaque fois contre la compensation, c'était que cette compensation, ça profite aussi bien aux pauvres qu'aux riches. Deux, cette compensation ne permet pas une certaine vérité des prix. C'est-à-dire qu'on fausse la situation de rareté d'un produit en maintenant son prix instable dans le temps. Et du coup, on ne permet pas au prix d'envoyer le bon signal de rareté d'une ressource. Maintenant, pour contrecarrer ces deux arguments, pour moi, ils sont pas si pertinents que ça. C'est que dans le premier cas, aujourd'hui, on sait très bien ce que consomment les riches, donc on peut les surtaxer sur les produits qu'ils consomment en particulier, et notamment, s'il s'agit des produits importés, raison de plus. Deuxièmement, on peut imaginer que la compensation, certes, il n'est pas optimal de compenser, de cacher la vérité des prix. En tout cas, le message qu'envoie les prix. Et du coup, il serait optimal de compenser juste la partie conjoncturelle dans la variation de prix et de laisser la tendance de long terme libre. Et du coup, au lieu de décompenser tout court, comme il a été fait entre 2012 et 2015, et il aurait été plus intelligent de décompenser la partie tendancielle du prix, c'est-à-dire la tendance qui traduit la rareté réelle au niveau de la ressource, et de compenser les variations cycliques ou conjoncturelles, qui ne relèvent pas vraiment de la rareté de la ressource, mais qui relèvent de la conjoncture internationale et des circonstances internationales au niveau par rapport aux tensions géopolitiques ou autres. Et du coup, on aurait dû penser à une décompensation beaucoup plus intelligente au lieu de jeter le bébé avec l'eau de bain. Une idée qui pourrait être peut-être partagée, reprise au Parlement lors des discussions sur le prochain budget dans quelques semaines. Ces discussions sur ce budget, ce sera d'ailleurs le vrai test pour Aziz Arnouch, selon Moustapha Saimi. Pour l'heure, ce gouvernement a une excuse, puisqu'il a repris globalement le projet de loi de finances de l'ancien cabinet, du fait des contraintes d'agenda. Vous savez, il a été nommé début octobre. Il y avait la contrainte de la loi organique des finances qui veut que le projet de loi de finances soit déposé avant le 20 octobre. Mais c'est pas encore la marque de ce gouvernement. Le test décisif va être le projet de loi de finances 2023, dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, et qui en principe, à la fin juillet, traditionnellement, il y a une note d'orientation du chef du gouvernement aux différents départements ministériels pour leur demander de prendre acte des priorités fixées et de les décliner dans leurs départements respectifs compte tenu des moyens financiers.
Et vous, qu'en pensez-vous? Cette série de hashtags va-t-elle nuire à l'image d'Aziz Arnouch? A-t-elle déjà commencé à nuire et quel impact aura-t-elle à court et moyen terme? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.